On est ravis de vous recevoir. On prendra un petit temps pour se croiser après autour d'une tisane ou autour d'un jus d'orange. Voilà, ne partez pas tout de suite après. Et puis je passe la parole tout de suite au président de l'association Le Limousin. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Emmanuel Tramont, je suis président de la Société historique et régionaliste du Bas-Limousin. Bon, le Bas-Limousin, c'est l'appellation ancienne, sous l'Ancien Régime, de ce qui est la Corrèze. Un peu de choses, on ne dirait pas exactement Dans un premier temps, je vais dire quelques mots de présentation un peu d'Elpastre, de cette figure majeure de la littérature limousin et de sa réception un peu au long cours et en insistant sur le plus contemporain, parce que actuellement, l'année dernière était l'année du centenaire et il s'est fait quand même beaucoup de choses et il continue à se faire vraiment autour d'elle beaucoup de choses comme je vous dis, disons, j'épiloguerai pas trop, mais je vais vous prendre quelques exemples. Et dans un second temps, je vous ferai une petite conférence sur la question de la liberté chez Delpastre dans ses mémoires. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vous invitais à un peu consulter sur la table les ouvrages et notamment, vous allez voir, il y a un gros tas je les ai mis à l'horizontale, mais il y a vraiment les 6 volumes de ces mémoires qui prennent pas mal de place sur cette table. Et c'est la base de mon intervention. Voilà, alors Delpastre, c'était le centenaire là, parce qu'elle est née en 25 et elle est morte en 1998. Et voilà, alors je commence par là. Comment elle se présentait elle-même dans une petite autobiographie de 2 pages, rédigée à la 3e personne en 1986, à la manière d'un CV un peu, et c'est très, très drôle, je trouve. Cultive principalement la ferme familiale et la poésie, accessoirement le dessin, la broderie, le chant traditionnel, l'ethnographie et la littérature française autant qu'occitane. Point. Voilà, ça c'est synthétique, hein, mais assez efficace. Voilà. En fait, elle est l'autrice d'une œuvre énorme. Hein. En fait, j'ai amené un peu ma bibliothèque là, mais j'ai pas tout, loin de là, bien loin de là, et encore tout n'est pas publié, bien que un énorme travail éditorial ait été fait depuis avant, mais aussi depuis son décès. Et c'est une œuvre vraiment multiforme et extrêmement abondante, de la poésie d'abord, en français et en occitan limousin, et parfois dans les 2 langues mêlées. Donc 600 pages de poésie en occitan sur un ensemble de 2000 pages en limousin. C'est ce qu'elle affirme dans son autobiographie, je la crois sur parole. Le dernier tome de son autobiographie, la fin de la fable. Un grand nombre de recueils, des poèmes dramatiques, des nouvelles, un travail également ethnographique et ethnologique énorme, des collectages de contes, analyse du matériel conté, recueils commentés de proverbes limousins, des études multiples sur les rites ordinaires de la civilisation paysanne limousine. Voilà, les pratiques cultuelles et culturelles, la sorcellerie, la magie en limousin. Et 7 tomes de mémoires de 500 pages chacun, écrits en quelques années. Le premier tome en limousin traduit par ses soins, puis tous les autres en français. Et donc le dernier, c'est la fin de la fable,
déjà cités, donc qui ont été rédigées entre 95 et 97. Alors que pour la plupart, oui, de ces dernières années-là, elle était déjà malade, et d'une maladie terrible, puisqu'elle est morte de la maladie de Charcot. Peut-être, enfin, tous ces détails sont peut-être inutiles, vous les connaissez déjà, mais au cas où, Bon, ce dernier tome de la fin de la fable, d'ailleurs, sur lequel je m'appuierai beaucoup dans mon intervention, ce n'est même plus à proprement parler un travail mémoriel, mais une sorte de journal des dernières années, donc assombri par la maladie. Et qu'est-ce qu'il faut encore mentionner? Des chroniques dans des journaux locaux, une correspondance énorme, mais dispersée encore à ce jour très largement inédite. Voilà, 5000, là, 6000, je cite qui là? Alain Galland, oui. La dernière des Mohicans, un article d'Alain Galland où il compte 5000, 6000, 10 000 pages, en n'ayant jamais ou presque jamais quitté le hameau de Germont, Chamberet, Corrèze. Voilà. Alors, ce qui est important de dire ici, alors, c'est que, voilà, elle est rentrée après un début d'études. Elle a commencé des études à Limoges, mais vraiment une année seulement pour apprendre l'art. Mais elle est rentrée à la ferme en 1945 et puis elle ne l'a jamais plus quitté. Mais dès son retour à la ferme, elle a commencé à écrire. En fait, elle a eu une première petite heure de gloire au début des années 50, avec la parution de certains de ses textes dans une revue, Réalité secrète, qui était une revue extrêmement... disons, qui comptait beaucoup dans l'avant-garde littéraire française et qui était une revue donc publiée à Limoges. Et la presse a parlé d'elle comme de la pastourelle limousine, ce qui l'a terriblement agacé du reste. Et elle a continué comme ça à écrire en français, donc au départ, exclusivement, dans une très grande solitude au fond, mais peut-être forte aussi de ce début de commencement de reconnaissance. Et jusqu'au début des années 60, et en particulier à 63, c'est l'année où elle découvre, où elle rencontre Joudou et en fait Limousin, et elle va devenir donc une collaboratrice acharnée de Limousin, et elle est ébahie c'est ce qu'elle découvre, c'est l'usage, disons, littéraire et intellectuel du Limousin, en entendant Jean Mouzat faire une conférence entière en occitan. Et le jour même, dit-elle, elle écrit son premier poème en occitan, La langue qu'étant mes plats, et qui sera publié d'ailleurs dans Limousin l'année même. Et c'était parti pour l'écriture en occitan en même temps que le français. Et au moins, il faut citer les Saumes Pagans, les psaumes païens de 1974, qui est considéré comme son grand chef-d'œuvre poétique, même si toute la production poétique de Delpastre, qui est immense, est toute d'une qualité presque égale, quoi. C'est vraiment... voilà. Moi, je ne suis pas un spécialiste de poésie, mais je suis toujours pantois, ébahi par la force et la beauté de la langue, aussi bien en français qu'en occitan ou dans les deux langues mêlées. Donc c'est en 1974 qu'elle publie les psaumes Pagans, et
Et là, au-delà donc de cette reconnaissance très locale, elle travaillait aussi pour une revue d'ethnographie qui n'existe plus aujourd'hui. C'était le bulletin ethnographique du Limousin, enfin, je ne sais pas le titre exact, mais pour lequel elle a beaucoup travaillé aussi. Donc elle était repérée comme, érudite un peu locale, enfin... au départ, une informatrice, elle était considérée comme une informatrice pour les ethnologues, ethnographes du Limousin, mais c'est un statut qu'elle a refusé. Elle a refusé ce statut. Elle a dit, moi, je suis l'informatrice de personne, je suis capable d'écrire mes propres articles, voilà. Et elle s'est même fâchée très fort contre ceux qui essayaient de l'instrumentaliser de cette façon. Et donc, elle avait cette petite reconnaissance en tant qu'ethnographe, poète. Elle avait horreur qu'on l'appelle poétesse, donc poète, on y reviendra peut-être. Bon, à partir du moment où elle se met à écrire en occitan, à publier plutôt les psaumes, les Saumes Pagans, là, elle a elle se fait connaître d'un public qui aujourd'hui se raréfie, mais qui a été quand même très important, qui se raréfie, oui, faute de combattants, mais qui a été très important dans les années 70-80. C'est-à-dire, c'est le public occitaniste, les lecteurs de littérature occitane, à l'échelle alors de l'ensemble de l'Occitanie, entre guillemets, et aussi bien moi comme languedocien que je suis, je connaissais Delpastre à Albi, à Toulouse. On la connaissait pour les Saumes Pagans et on estimait que c'était de la très forte et très grande littérature. Mais voilà, c'était une reconnaissance très, de niche un peu, sectorielle, voilà. Elle a eu une heure de gloire qu'il faut rappeler, mais elle est déjà très avancée. Très avancée dans son œuvre et en âge. Très avancée en âge, non, parce qu'elle n'est pas morte très vieille, mais lors d'une... elle a pu publier son premier tome de mémoire, et puis ensuite quelques autres d'ailleurs, mais pas tous, parce qu'une fois décédée, ça n'a plus été possible chez Payot. Et pour le premier tome, Les chemins creux de la mémoire, elle a été reçue à la célèbre émission Bouillon de culture à la télé, et ça lui a donné, effectivement, une certaine notoriété en France entière, sauf que... passer chez Pivot, c'était la consécration à l'époque. Sauf que pour elle, c'est une expérience très amère. Elle en parle beaucoup dans ses mémoires, parce qu'on l'a présentée comme la paysanne en sabot qui raconte des souvenirs de vieille grand-mère et pour vieille grand-mère, alors que elle se voyait pas du tout dans ce costume. Mais alors, pas du tout, du tout. Et donc, elle s'est engueulée hors antenne avec Pivot, elle raconte tout ça. Bon, bref. En tout cas, là, à partir de là, elle a commencé vraiment de plus en plus à être connue. Elle est décédée en 98. Déjà, Meillot, qui vraiment, il faut lui rendre hommage, il a fait un travail, il continue d'ailleurs, mais en gros, il estime avoir fait tout ce qu'il pouvait et devait faire. Il a fait un travail éditorial gigantesque, énorme, de sa poésie, de ses bestiaires, et donc c'est grâce à lui, pour une bonne partie, qu'on peut lire tous ces ouvrages qui sont donc sortis petit à petit ces 25 dernières années.
Et voilà. Et voilà, c'est-à-dire que, évidemment, le champ de la réception ne cesse de grandir, doucement mais sûrement. Et on s'en est rendu compte très très fortement, nous, je dis à nous, c'est les quelques collègues à l'université de Toulouse qui avons organisé un colloque pour le centenaire. Alors il y a certains sont ici qui étaient présentes, certaines. Bon, c'est un colloque qui avait duré 3 jours, un gros colloque, où d'abord on était très étonnés d'avoir autant de sollicitations d'intervention. On avait lancé un appel à communication, vraiment, c'était ça. On a dû refuser du monde, comme on dit, et bon, quand même, c'était 3 jours, beaucoup de gens sont passés. Les actes sont en voie de publication au Classique Garnier. Donc ça va sortir d'un mois à l'autre. Et donc je vous le dis. Et là, il y a du gros matériel. Enfin, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ce que ce volume démontrera, si besoin était, c'est l'actualité de cette œuvre. Parce que quand même, elle revient de loin, si on peut dire. Parce qu'il y a quand même un type que je voudrais vous citer. Un parfait inconnu, il s'appelle Pierre Bergougnoux. Vous voyez ? Et en préparant justement le colloque, je suis tombé sur un article, un entretien de janvier 2024 qu'il a publié dans une revue en ligne, je crois pas qu'elle existe sur papier, qui s'appelle Ballast, une revue littéraire, très, très parisienne d'ailleurs, mais bon, justement. Et voilà, il dit, on lui pose une question, d'ailleurs il commence à dire une chose qui va vous faire plaisir, j'en suis sûr. Il écrit ceci, si on rajoutait aux couleurs, enfin il dit ceci, parce que je ne sais pas si c'était réécrit, je pense que c'est réécrit, si on rajoutait aux couleurs conventionnelles des cartes géographiques, bleu des rivières et des étangs, rouge des routes, vert des prés et des bois, une teinte grise pour marquer la couverture symbolique du pays, Paris serait noir de textes entassés. La Normandie, la Bourgogne, la Basse-Aquitaine, ardoisée. Le centre, gorge de pigeons, et le Limousin d'un blanc virginal. Pas de texte, une succursale du silence. Et alors là, son interlocuteur ou son interlocutrice, parce qu'on ne sait pas qui l'interviewe, c'est pas écrit, fait une objection. Ah, mais on y trouve pourtant des poètes qui écrivent en occitan, par exemple, Marcel Delpastre. Et Bergougnoux répond, elle est restée prisonnière de l'esprit du lieu. Et c'est tout. Et de Delpastre, il ne dit pas un mot de plus. Sinon, pour la comparer, il fait une comparaison, mais qui dit beaucoup, à un voisin, dit-il, qu'il a connu, un photographe, je cite, qui se voulait peintre. Il peignait comme au XVIIIe siècle, frais vallons, aimables chaumières, clairs ruisseaux. Personne ne lui avait parlé de Duchamp, il ignorait Yves Klein. Bref, il ignorait les avant-gardes. Et ce pauvre homme, explique-t-il, perdu dans les brumes du passé, ne pouvait que mal finir et il s'est pendu dans son grenier. Et cette mort, pour Bergougnoux, c'est comme ça qu'il la présente, a valeur de symbole pour l'œuvre nulle et non avenue de Delpastre. Voilà. Et donc, quand je vais... Alors... Ça, quand même, hein, il faut que c'est très violent, mais il a une haine terrible par rapport à ce qu'il appelle les patoisans. Hein, les patoisans, il les appelle les patoisans. Il s'était adressé avec mépris à Meillot en le traitant d'écrivain patoisant. Voilà. Puis Meillot lui avait répondu d'ailleurs. Bon, enfin, d'ailleurs, je pourrais le citer, mais bon, peu importe. C'est pas. Voilà.
Sauf que dans la réception actuelle de Delpastre, on peut montrer que les plus ringards, enfin ce que montre la réception la plus actuelle de Delpastre, c'est que les plus ringards ne sont pas forcément ceux qui disent que les autres le sont. À savoir que ce sur quoi insistent les jeunes et les moins jeunes qui entreprennent disons, de travailler, penser, écrire, faire du théâtre aussi, avec Delpastre, disons, les textes de Delpastre, son extrême, si on veut dire, je ne vais pas dire modernité, parce que ça on se débarrasse du moderne, du postmoderne et de tout ce qui s'y opposerait, mais son actualité. Et là, on peut partir de n'importe où, parce que voilà, c'est une chose que j'ai faite après avoir écouté tout le monde, et j'ai vu, et il y a toute une série comme ça de thèmes et de problématiques, de thématiques, de problématiques qui montrent à quel point elle est actuelle. Alors, il y a d'abord la question du poème et de l'écriture en général au masculin, par exemple. C'est-à-dire qu'elle institue un sujet lyrique, en poésie, qui est, disons, déboîté de la femme qui tient le stylo sur sa botte de foin, parce qu'elle écrivait comme ça. Oui, Delpastre avait une manière très, très particulière d'écrire, à savoir qu'elle écrivait sans rature, parce qu'elle écrivait quand les choses étaient prêtes. Dit-elle. Donc, et ça pouvait la prendre n'importe où. Quand elle faisait son boulot, à la ferme, elle écrivait sans écrire, si on peut dire. Et puis, tout à coup, elle s'asseyait sur une botte de foin ou dans sa chambre ou la nuit, etc. Et là, elle écrivait, sans rature, jamais, ou pratiquement sans rature. Y compris la poésie qui est pourtant extrêmement voilà. Et elle écrit au masculin. Et ce masculin est vraiment étonnant parce que c'est pas du tout un neutre. Ça, on pourrait dire on pourrait le soutenir au vu de la grammaire du français et de l'occitan d'ailleurs. Donc c'est pas du tout la porte-parole d'une abstraite humanité. Ça, pas du tout, elle récuse ça d'ailleurs. Et il y a bien, en fait, il y a un très fort accent masculin dans cette voix qui chante si souvent la femme, voilà, mais d'un point de vue qui se donne comme un point de vue masculin, mais c'est un masculin qui est possédé au sens de la possession démoniaque, enfin comme image évidemment, lui-même par le féminin. Hein. Et donc il y a quelque chose comme un trouble très fort dans le genre, hein, qui est tout à fait, qui peut être considéré comme tout à fait à la mode aujourd'hui. Ce qui n'enlève rien aussi à une autre dimension qui est très fortement soulignée aujourd'hui, c'est tout ce qu'elle a pu écrire d'une terrible lucidité sur la condition féminine de la société des paysannes du Limousin. Et donc là, une appropriation par les féminismes contemporains. Je sais pas, elle dit des choses incroyables. Elle dit, par exemple, la femme porte tous les torts, le malheur, la malchance et les moqueries. J'ai vu toute ma vie la femme s'efforcer de prendre pied, de relever la tête. Je l'ai vue gagner, le croire ou faire semblant. Je l'ai vue s'échiner à cette tâche d'une façon, de l'autre. Ce qu'elle gagnait, elle l'avait perdu. C'est très... il y a beaucoup de choses sur... voilà, où elle, dans la Sego de Segre per une paysanne, pour la suite à suivre pour un paysan, publié par Limousin, elle enjoint, la voix du poète enjoint le paysan de ne pas oublier sa femme, car tu n'es rien sans elle. Tu n'es rien sans elle. Enfin, bon. Donc, conscience féminine, féministe en fait, si on veut, qui irrigue l'œuvre, toute l'œuvre, et avec cette louange de la femme, et de la femme incarnée, hein, du corps féminin, donc, dans tous ses états et fonctions,
Et chacune de ces parties considérée comme entretenant une relation symbiotique avec les éléments naturels. Donc cette identification, une identification de la femme à la nature, si on veut, mais sans du tout que ça suppose que la femme étant du côté de la nature, la culture serait masculine, enfin comme on l'a si longtemps fait, parce qu'au contraire, elle investit le lieu commun de la nature féminisée et de la femme naturalisée, justement en niant le clivage même entre nature et culture. Or, aujourd'hui, toute l'anthropologie contemporaine, c'est une anthropologie qui cherche à envisager les choses, disons, à récuser le partage entre la nature et la culture et à voir donc les choses par-delà la nature et la culture. Bon, je pense à Descola, par exemple, etc. Donc, voilà, tout ça est très contemporain, donc très contemporain. Et ces nouvelles façons, alors cette anthropologie, elle se transpose dans les études littéraires et sur la littérature et donne lieu à ce qu'on appelle l'éco-poétique qui vise à interroger les formes poétiques par lesquelles les auteurs font parler le monde végétal et animal. Donc on parle de plus en plus d'éco-poétique. Et bien, on a eu des interventions là-dessus dans ce colloque. Et donc voilà que pour cette école-là d'analyse littéraire, eh bien, Delpastre devient un chantier magnifique, quoi, parce qu'elle sa poésie incarne ça, voilà. Et donc cette éco-poétique, elle est inséparable de l'écologie contemporaine aussi, et voilà que tout ce qui dans les années 60, 50, 60, 70 était considéré comme absolument passéiste et anti-progressiste dans la vision qu'elle pouvait se faire, que d'autres se faisaient d'ailleurs, hein, de la campagne, eh bien, se retrouve aujourd'hui ultra d'actualité. Elle a écrit des pages tout à fait remarquables pour s'insurger de tout son corps et de toute son âme, mais en vain, contre les remembrements et le fait qu'on détruisait les haies. Elle a écrit des poésies là-dessus aussi, Mandevala Luplai, bon, etc. Ils m'ont foutu en l'air la haie, etc. etc. Alors ça va jusqu'à des questions là aussi totalement contemporaines de relations entre la culture savante et la culture populaire, et à travers ces relations de domination de la culture savante et de la culture populaire, la question en fait des cultures, disons, et des efforts contemporains pour penser les choses de manière décoloniale. Et là, on a eu un philosophe qui est venu nous présenter un exposé assez remarquable, parce qu'il ne se fondait pas sur rien, il se fondait sur des textes d'ethnologie de Delpastre, qui n'avait peur de rien, parce que la grande gloire à l'époque où elle écrivait, c'était Lévi-Strauss, et elle conteste Lévi-Strauss dans certaines de ses interprétations du point de vue qui est le sien, qui est celui de cette civilisation de paysanne, bon, du bas, et qui la pousse à interpréter les mythes, non pas du point de vue surplombant de l'anthropologue patenté, mais du point de vue de l'indigène, du Limousin. Et donc, elle donne aussi du grain à moudre pour ce courant de pensée contemporain qui tourne autour des questions de pensée, de littérature décoloniale. Voilà, donc tout ça fait beaucoup. Alors, voilà. Donc, Delpastre, elle a un avenir, c'est sûr, elle a un avenir. Ça, je n'en doute absolument pas. Le bémol, c'est que cet avenir, elle l'a en français. Hein. Elle l'a pour son œuvre française. Et
la traduction en français de son œuvre occitane. Parce que pour ce qui est de l'occitan, par contre, la situation est vraiment plus que grave, c'est-à-dire quel avenir peut avoir l'énorme, la magnifique production occitane de Delpastre. Ça, c'est une autre question. Alors, c'est une question essentielle parce que c'est pas simplement une question de publier des livres ou d'avoir la lettre écrite en occitan, mais la question, c'est de la faire. Elle écrit pour être lue à voix haute. C'est un poète qui veut être lu et scandé à voix haute. Elle a donné des exemples elle-même. On en trouve dans le film de Patrick Casal, là, que j'ai amené. C'est absolument magnifique la manière dont elle scandait, dont elle lisait sa propre poésie en occitan. Mais pour cela, évidemment, il faut que les gens, il faut un public occitanophone, ou enfin qui a un rapport avec la langue parlée et non pas seulement écrite. Or, vraiment là, les choses se sont c'est une catastrophe, ça s'est totalement effondré. Alors elle-même disait dans les années assez tôt, dans les années 50, elle disait, dans moins de 50 ans, le limousin sera une langue morte. Bon, on a dépassé les 50 ans, de loin. Et voilà, donc là, ça c'est le gros point noir à mes yeux concernant l'avenir de la réception de Delpastre. Qu'adviendra-t-il de cette œuvre magnifique et immense en occitan? Bon. Voilà, ça c'était ma première partie, c'était une introduction. Non, mais remarquez avant de passer à mon petit laïus, qui est très différent. Hein, donc il est possible que vous ayez envie d'intervenir et on peut le faire. Hein, non, enfin, je sais pas. Si c'est moi qui parle, c'est moi qui décide. Je sais pas. Mais la deuxième partie, c'est quoi? Quand vous dites c'est... Non, mais ce ne sera pas très long, mais c'est vraiment une réflexion sur ce qu'elle entend par un thème qui est récurrent dans toute son œuvre poétique et dans ses mémoires, qui est celui des chaînes de la liberté. Bon, ce paradoxe des chaînes de la liberté. Et vous voyez, ça engage tout ce choix primordial qui est de rester à la ferme alors qu'elle aurait pu partir ailleurs. Mais pourquoi y faire ? Voilà. Et pourquoi faire? Voilà. Mais donc, sur la partie, voilà, je ne vais pas du tout reparler de réception de l'œuvre, etc. Donc, si vous avez des questions qui vous brûlent sur les... Eh bien, aujourd'hui, si on veut apprendre l'occitan, parce qu'à l'école, il y a des possibilités pour les enfants. C'est totalement effondré. Il y a une petite calandrette à Limoges qui fonctionne comme elle peut. Au niveau de l'université, il n'y a plus aucun relais. Dans les collèges, dans les lycées, il n'y a quasiment plus rien. Non, ça s'est totalement effondré. Et surtout, la transmission familiale, elle ne se fait plus déjà depuis très longtemps, sauf depuis des générations à peu près. Oui. Mais ça, c'est ancien, oui. Et nous, dans une petite commune, là d'où je viens, oui. On veut faire justement on a fait une association, oui. Et on veut faire une soirée sur le patois, et on a encore des personnes qui parlent le patois. Ben oui, et on va faire un petit peu une petite pièce de théâtre. Et il faut, c'est extrêmement précieux. Ils ont extrêmement entre précieux. 70 et 80 ans, quoi. Mais c'est oui, campagne, c'est vraiment... Oui. Et c'est là, bon, c'est vraiment... C'est vrai que sûrement on y perd... C'est les derniers des Mohicans, hein, vraiment. Je veux dire, là, on est... Albignac. C'est les amis d'Albignac où on a Françoise, on a plusieurs personnes qui le parlent encore. Dont certains enseignants. Il y a des enseignants, il y a... Mais bon, qui ont entre 70 et 80 ans. Oui. Eux, ils le parlent encore.
Mais ils n'ont pas transmis à leurs propres enfants. Non, non, mais bon, c'est pas leur faute, ni à eux, ni à leurs enfants, ni à... je dirais pas à personne, parce que quand même, il y a des choix qui sont des non-choix, mais qui ont quand même été faits. Il n'y a jamais eu de politique publique conséquente pour qu'il y ait une transmission, disons, consistante. Et au contraire, c'était pour adoucir les choses que j'ai dit. C'était mal perçu aussi. Bon, voilà. Non, mais c'était mal perçu. Mais il y a longtemps que ça s'est un peu dépassé, mais ça n'a rien changé. Le fait que... Enfin, c'est un peu... Oui, mais vous avez raison, hein, vous avez raison, parce que... Vous avez raison, vous hochez la tête. Ma grand-mère, elle parlait courant patois. Oui. Notre père parlait, le comprenait et le parlait. Notre mère, qui était dans un milieu un peu plus bourgeois, oui. On faisait exprès de ne pas parler patois. Oui, oui, oui. Et si elle voulait parler patois pour mimer, on la grondait. Donc voilà. Et après, notre père, nous ne l'ont pas transmis. Oui, notre oui, grand-mère, elle parlait patois quand elle ne voulait pas qu'on comprenne. Oui, bon, voilà, moi, je fais partie de cette génération-là. Je le parle, mais parce que j'ai voulu le parler, parce que mes grands-parents me le parlaient, mais ils ne voulaient pas que je leur réponde en patois. Il fallait que je leur réponde en français. Mais je l'avais dans l'oreille, donc j'ai pu le parler facilement. Mais voilà, quoi. Donc, c'est un acte volontariste, déjà, à ma génération. C'était un acte volontariste que de parler. Ça ne se faisait pas tout seul. Voilà. Et alors, le patois, l'occitan, c'est un occitan qui est le même que le languedoc. Ah non? Non, c'est non, chacun. non. C'est chacun. Non, mais c'est essentiellement, enfin, le patois de Chamberet, c'est sa référence première. Après, elle avait beaucoup de lectures, donc de lectures aussi occitanes, donc ça compte aussi sans doute pour la richesse du vocabulaire et tout ça. Mais surtout, il faut bien distinguer la graphie qu'elle a choisie, c'est-à-dire la graphie, justement, c'est ça qui l'a rendue connue aussi dans le monde occitaniste. Elle a choisi la graphie normalisée. La koiné graphique occitane qui était fabriquée plutôt par les languedociens, faut bien le dire, mais c'est une graphie. C'est une graphie, c'est-à-dire que les Limousins sont appropriés le code graphique, mais le mot, il doit se prononcer comme il se prononce en limousin. C'est pas parce que simplement un languedocien, il peut le lire sans se poser de questions. Il peut le lire et l'adapter spontanément en lisant à son propre parler. Mais c'est du limousin doc. Simplement, elle a adopté cette graphie-là. Parce qu'elle a rencontré d'emblée des gens qui lui ont dit non, il faut écrire comme ça, parce que si tu te mets à écrire en phonétique, c'est-à-dire à la française, chacun écrit à la française de son côté à sa façon, et personne en réalité ne peut vraiment se lire. Donc c'est très très important d'adopter une graphie commune. Voilà, et ça, mais c'est du limousin, enfin sans aucun doute. Du pur, entre guillemets, local. Voilà, local. Alors, local, même par certains aspects hyper local, mais de toute façon, dès qu'on écrit, on cherche un public large. Et donc, en cherchant un public large, spontanément, sans y réfléchir même, on ne peut pas écrire de manière hyper localiste, c'est pas possible. Si on veut un public au-delà de son village, on va chercher à être compris plus loin. Et c'est comme ça qu'on en vient comme elle a fait, intelligemment à mon sens, d'adopter une graphie qui lui ouvrait la possibilité d'être lue par tous les occitanophones, disons, qui connaissant la graphie occitane du sud de la France. Et c'est vrai que ça a marché, elle a été immédiatement reconnue comme un auteur majeur parce qu'elle avait fait ce choix-là. Si elle avait écrit de manière, comme les occitanistes disent, avec mépris, ce qui est vraiment une connerie, si elle avait écrit de manière patoisante, c'est-à-dire à partir de la graphie française, ça n'aurait pas été possible. Voilà. D'accord, merci. Je poursuis peut-être là et j'enchaîne.
Bon, voilà. Alors, ce que... voilà. Je vais accompagner, en fait, je vais beaucoup citer Delpastre. Voilà, je vais l'accompagner dans quelques-unes de ses réflexions. Elle dit mes méditations, qui d'ailleurs, c'est dans les derniers tomes des mémoires, qui tendent à prendre le pas sur le récit, sur ce qu'elle appelle l'anecdote, c'est-à-dire raconter des bouts de sa vie, quoi, bon, sur le narratif et le descriptif. Bon. Et c'est de plus en plus méditatif, ces mémoires, de plus en plus. Et c'est une approche très simple, qui consiste à lire ces propos donc, méditatifs, réflexifs, questionnants, enfin bref, philosophiques, d'auteurs, ça c'est une remarque générale, d'auteurs comme Delpastre qui ne sont pas des philosophes, dans la mesure où ils n'entendent pas produire de la philosophie au sens académique du terme. Mais moi, je choisis de leur accorder la même attention qu'aux philosophes patentés, c'est-à-dire en prenant au sérieux, en les prenant au sérieux, c'est-à-dire en supposant que ces auteurs non philosophes sont autant susceptibles de produire une pensée élaborée, cohérente, exigeante, que les professionnels de la philosophie. Ça, c'est la base. Après avoir lu et médité moi-même ces mémoires en particulier, on trouve ça tout aussi bien dans sa poésie, eh bien, ce que j'ai constaté, c'est que Delpastre, entre autres mille choses, elle offre une réflexion très originale et très exigeante sur la question de la liberté. Et donc, je prends comme fil rouge une phrase qui est un reproche que lui faisait incessamment sa mère. L'aero pas aitasado, hein. Tu n'y étais pas attaché, tu n'y étais pas obligé, mais tu n'y étais pas attaché, littéralement. Et l'usage qu'elle fait de la métaphore des chaînes pour exprimer son expérience, sa propre expérience, donc de la liberté, dans l'expression qui revient aussi chez elle sans cesse, les lourdes chaînes de la liberté, qui est le titre d'ailleurs du tome 5 de ses mémoires. Et je pars de la manière dont elle traite du faux paradoxe qu'il y a pour elle à raconter sa vie, alors qu'elle n'arrête pas de répéter que les auteurs, et donc elle-même, n'ont aucun intérêt en eux-mêmes, que seule importe l'œuvre. Et je la cite, voyez le paradoxe, l'auteur, disais-je, l'auteur n'est pas intéressant. Ses amours, ses passions, on s'en moque. Seul compte son œuvre et seul importe ce qu'il a fait. Et je me tins longtemps à vivre dans cette ombre, la discrétion de la ferme en ce lieu ignoré du monde, et tout a donné à la création, comme un enfant tout seul qui souffle entre ses paumes des bulles de savon. Et les bulles s'envolent, chacune avec son arc-en-ciel au ventre, et ce trop-plein d'eau savonneuse qui la tire au sol par-dessous et finit par la déchirer. Mais plus tard, telle me fut la solitude, tel m'advint le désert, que je me pris moi-même comme l'objet de mon étude, et qu'ainsi je serais devenu l'auteur de ma propre vie. Voilà de quoi elle est capable. C'est une très belle image, c'est l'image de l'enfant aux bulles de savon, qui est une image détournée de son emploi classique, ou plutôt baroque d'ailleurs, de l'homo bulla, qui est une allégorie de la fragilité, de l'évanescence et du néant de la vie humaine. Ici, pour dire ce que si longtemps, elle faisait dans le retrait, l'ombre, la discrétion de la ferme de Germont, c'est-à-dire qu'elle composait son œuvre poétique, surtout en français, en occitan, ses textes en prose, ses travaux d'ethnographie, etc., tout ce que j'ai dit. Puis vint la solitude, le temps de solitude, un tel désert, c'est le passage du désert, c'est le titre du tome 6 qui précède les lourdes chaînes de la liberté. Qu'elle en vint à se prendre elle-même comme objet de son étude, devenant ironiquement, mais sérieusement aussi, l'auteur de sa propre vie. Et ce passage, il est très étonnant parce que si on connaît Montaigne, on ne peut pas s'empêcher de se rappeler de ce que dit Montaigne de la genèse de ses essais. Me trouvant, je cite, me trouvant entièrement dépourvu et vide de toute matière, je me suis présenté moi-même à moi pour argument et pour sujet.
Et encore, il dit Montaigne, c'est une humeur mélancolique, produite par le chagrin de la solitude, en laquelle il y a quelques années je m'étais jeté, qui m'a mis premièrement en tête cette rêverie que de me mêler d'écrire. Alors lui, là, Delpastre, elle se mêlait d'écrire depuis déjà fort longtemps, donc c'est très différent de ce point de vue. Et donc elle trouve le moyen, à l'absence de tout autre objet, de poursuivre cette œuvre d'écriture en racontant sa vie et surtout en faisant un sujet de réflexion, de méditation. Mais alors elle enchaîne en disant le paradoxe, puisqu'elle a parlé de paradoxe, n'existe pas. Parce que ce qui compte, oui, finalement, c'est l'œuvre, le récit, le discours écrit, l'œuvre, et non pas les innombrables anecdotes qui en bâtissent la trame et fondent le prétexte, et surtout pas en tant qu'elle se rapporte à moi, à cette vie infime de fourmi qui fut la mienne. Et ego sum nihil, ça c'est la Bible, moi-même je ne suis rien. Sinon le prétexte est le moyen de cette monstrueuse chose, mes mémoires, de la même façon que j'aurais été le moyen, le médium, tout aussi bien de mes poèmes que de tous mes autres écrits. C'est pourquoi je ne renie rien, n'ayant pas lieu non plus d'en tirer plus qu'il ne faut de vain orgueil. Or c'est là justement qu'est le paradoxe, celui que je dénonce depuis toujours ou presque, le divorce essentiel entre l'œuvre et l'auteur. Alors, vous voyez, c'est rapprochement avec Montaigne, en premier, c'est discutable à un premier niveau, mais c'est que pour Delpastre, le sujet il s'efface devant l'œuvre. Donc, qui devient une espèce d'entité indépendante, autonome, alors que pour l'auteur des essais, l'expérience subjective et le travail d'écriture de la pensée ne font qu'une seule et même chose. Il n'y a aucune possibilité de séparer la vie et l'œuvre. Pour Delpastre, elle l'a souvent dit, l'auteur n'a aucun intérêt en lui-même. Il est le médium à travers lequel et duquel l'œuvre se fait. Aussi n'est-il pas rien. Ego sum nihil, c'est une forte sentence. L'auteur n'est rien, il n'est rien en tant qu'ego. Il n'y a aucune... c'est un écho de la vanité du moi chez Pascal, par exemple. Oui, j'en suis sûr même. Et ceci parce qu'il pourrait être n'importe qui d'autre. Et c'est pour ça que n'importe qui peut se reconnaître dans l'œuvre. Et Delpastre, il y a une anecdote justement très belle à ce sujet, enfin belle et ironique à la fois. Elle donne raison à une femme qui, alors qu'une équipe de télévision l'interviewait à Chambéry, manifesta son hostilité à son égard d'une fenêtre et se mit à raconter sa propre vie depuis sa fenêtre. Et Delpastre lui conseilla, c'est ce qu'elle raconte elle-même, alors donc on n'y était pas, mais sans ironie, dit-elle, cette vie de l'écrire. Parce que c'est là que la différence, elle se fait, bien sûr. Parce que si le médium est n'importe qui n'est pas médium, c'est-à-dire auteur. Et la suite du texte, la fin de la fable, est éclairante à ce sujet. Si justement, elle revient sur sa rencontre décevante et irritante avec Bernard Pivot. Parce que Bernard Pivot lui avait dit « Mais de quoi vous vous plaignez? Si vous aviez parlé de la banlieue, je vous aurais parlé de la banlieue. » Et il trahissait à ses yeux, à Delpastre, une profonde mécompréhension de sa démarche à elle. Lui voulait parler d'elle, de sa vie de paysanne. En fait, ce qui l'intéressait uniquement, c'était la figure de l'écrivaine, ou prétendue-t-elle, en sabot, dit-elle, là c'est l'expression de Delpastre, et je cite, « l'ossature molle du contenu pittoresque, persuadé d'avoir fait un grand honneur à ma ruralité, pour avoir extrait le suc de quelques grains piquants, moutarde ou gravillon au hasard d'un chemin de campagne. » Mais l'œuvre ne l'intéressait pas, ou lui était-elle passée inaperçue. D'où son dépit et sa colère, l'orgueil que je n'ai pas pour moi, ou qui n'excède que peu celui de l'artisan intègre, le plaisir de l'ouvrage bien fait. Cet orgueil, je le consacre tout entier à l'œuvre sortie de moi. Il faut bien comprendre, le travail bien fait, l'artisanat intègre de la plume, dont on peut certes être légitimement satisfait, ce n'est que la condition de l'œuvre, qui seule mérite l'attention. Je cite, « Je veux bien m'effacer, pourvu qu'elle existe. Je me suis effacé, afin qu'elle existe. » Alors, l'œuvre témoigne de l'auteur dont elle procède, plutôt elle témoigne de la vie de l'auteur, mais elle s'en détache
comme un fruit mûr tombe de l'arbre. C'est une métaphore qu'elle prend, qu'elle remet des images empruntées à la vie végétale. Je cite, « Peut-être que le blé témoigne pour la terre, la pluie ou la main du semeur. Le blé, la figue, la pastèque. Pour autant, le blé n'est pas la terre, ni la pomme le corps du pommier. Il a sucé, pourtant, le blé, les meilleurs sucs du sable et de la roche. Elle s'est gonflée, la grappe, de la sève arrachée aux racines les plus profondes. De l'air, de l'eau, de la lumière, elle s'est faite sang. Et de moi s'est nourrie tout entière cette œuvre de vent. » Ça, c'est des morceaux incroyables. Enfin, bon. Donc, l'œuvre est dite de vent. Donc, elle n'est pas un être vivant, ni un artefact solide. Ces mémoires ne sont pas un monument à la mémoire. Normalement, c'est la vocation du monument, que monument, il doit perpétuer une mémoire. Mais de l'auteur, ni de tous ceux qu'il a connus et dont il parle dans son œuvre. Non. Certes, mes mémoires, je la cite, ne sont pas un monument érigé à ma mémoire. Du moins, tel n'est pas mon vœu. Et ce ne sont pas un monument à quiconque qui figure d'un nom, d'un prénom, ou d'un chafre, ou d'une action, fût-elle remarquable. Serait-ce un monument à la mémoire, voilà qui importe peu. Serait-ce seulement un amas de terre poussé dans un creux, un monceau de souches au talus d'un défrichement, que les pluies ont lavé, les soleils encendrés et le gel déchaussé de ses glaises, c'est cela, l'éphémère reste, l'œuvre, l'authentique témoignage du rien. Alors, c'est une image saisissante, celle donc de celle de ce monceau de souches travaillées, sculptées par les intempéries, reste éphémère, qui ne témoigne en fin de compte de rien. Donc une présence muette destinée à la destruction ou à l'oubli, à la disparition, avalée par la broussaille ou enterrée par une pelle mécanique. Mais il y a de la beauté dans ces souches. Voilà, il y a de la beauté dans ces souches. Ça m'a fait penser un peu à l'arte povera de Giuseppe Pennone, que Del Pastre aurait pu aimer, peut-être, malgré sa détestation pour tout art non figuratif, j'en sais rien. En tout cas, elles n'ont rien à voir avec la souche inerte et noire de la nausée sartrienne, parce qu'on ne peut pas ne pas y penser si on a fait sa philosophie, celle qui fait éprouver à Roquentin l'absurde et radicale contingence de l'existence. Il tombe devant cette racine, lui provoque un dégoût immense pour le... Voilà. Ce monceau de souches travaillé par le soleil, le vent et la pluie est inutile, certes, et ne témoigne de rien, mais il possède en fait une indéniable beauté, et sa présence est nécessaire. Et Delpastre affirme la beauté et la nécessité de l'œuvre pour dérisoire qu'elle soit. Et donc, à la fin, l'œuvre est dérisoire, et pourtant, on peut s'en nourrir aujourd'hui comme elle s'est nourrie de son auteur. C'est cette œuvre de vent. Pourtant, de l'aveu même de Delpastre, sa raison de vivre, cela même qui a décidé de son choix de vie, qui lui apparaît comme le choix de la seule vie qui pouvait lui permettre de réaliser son œuvre, c'est-à-dire le retour précoce à la ferme après une année aux arts décoratifs de Limoges. L'année de mes 20 ans, dit-elle, et c'est ce choix premier et définitif qui lui apparaît comme un acte indéfiniment reconduit de liberté, mais d'une liberté dans les liens, qui s'exprime par le motif des lourdes chaînes de la liberté, qui est une formule qui apparaît déjà dans un magnifique poème qui s'intitule « La liberté » de 1965, et où on lit ceci: « Je pourrais bien aller ailleurs, les routes sont ouvertes, le ciel où passe l'oie sauvage et les mers au-delà avec leur dos d'écailles. Je pourrais bien vivre autrement, tant que la sève de la vie remonte à mes paupières, me baigne les flancs, tant que mes mains gardent leurs ongles. Mais toi, beau pays d'arbres, d'ombre bleue, tu te répands autour de moi, tu me regardes. Et tellement je te ressemble que tu me sembles mon propre corps. Ne suis-je pas le seul que dans ton cœur tu nommes fils, et que tu reconnaisses? Je te regarde, et sur mes bras se ferment les lourdes chaînes de la liberté. » C'est ça ce poème. Donc l'attachement au lieu, au beau pays, au champ et à la maison familiale comme acte renouvelé de liberté, qui est tout à fait donc primordial, parce qu'il est la condition de l'œuvre.
Et ça, il y a une anecdote qu'elle rapporte dans les lourdes chaînes de la liberté de cette ancienne camarade de classe qui s'appelait Germaine, installée à Paris, qui lui avait dit, vers la trentaine, dit-elle, donc vers les années 50, « Il faut que tu viennes à Paris. Si tu restes ici, tu ne feras jamais rien. » Ce à quoi elle avait répondu, par boutade, « Si Paris veut me voir, Paris viendra. » Mais voilà, c'est qu'elle avait la conviction chevillée au corps et à l'âme que le seul lieu où elle pouvait réaliser ce qu'elle avait entrepris, c'était celui qu'elle occupait. Car, dit-elle, je cite là, « Si ce que je faisais, qui était ce que j'avais à faire, je sentais bien qu'il me fallait le faire ici. » Et là, elle explique clairement et longuement, en distinguant sa décision, c'est intéressant, sa décision aussi, tout est intéressant, mais de ce qu'elle appelle la mode plus tardive, qu'elle associe à mai 68, c'est un peu rapide, mais du retour à la Terre. Et je cite, « Je n'avais pas fait un retour à la Terre. Je l'ai dit et redit, j'étais revenu chez moi, non pas pour rentrer dans le giron familial, non pas pour travailler la terre, non pas pour en tirer profit, pour devenir moi-même, pour être moi. Il se trouve que c'était le giron familial, que c'était la terre, que j'étais bien obligé d'en prendre ce qu'il y avait, que l'ai ero pas detachado. Je n'y étais pas obligé, que je n'y étais pas lié. C'est dans le texte, hein, que je n'étais pas lié par des liens extérieurs ni artificiels, des rêves ni quelque idéologie. Que c'était ma vie, que c'était moi, que moi, je n'étais pas moi-même petite bonne femme à récurer les tables qui n'avaient aucune importance et pas plus de valeur que la fourche ou le seau que je transportais. Que moi j'étais quoi? J'étais cette chose en train de se faire par moi, qui commençait peut-être à se dire une œuvre, que certains maintenant reconnaissent pour telle. Donc il s'agit d'une variante pour exprimer la relation de l'œuvre à la vie, à la fois séparée et consubstantielle. Donc il y a d'un côté la petite bonne femme insignifiante au travail, et d'autre part l'œuvre en train de se faire, qui est en même temps la réalisation du moi. Devenir moi-même, non pas le moi donc de la petite bonne femme, on est aux antipodes de l'idéologie du développement personnel, mais de l'auteur donc qui se fait et qui se réalise dans et par l'œuvre. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est parce qu'elle fait le choix de revenir chez elle, en ce lieu et nulle part ailleurs, qu'à la fois elle doit bien accepter toutes les contraintes et qu'elle gagne sa liberté, son insigne, difficile, magnifique liberté de l'œuvre en train de se faire. Et ça parce que justement, lei ero pas attachado, elle n'y était pas attachée, du moins par des liens extérieurs ou artificiels, des rêves, ni quelque idéologie, comme elle dit. Donc elle revenait simplement chez elle, à sa propre vie, cette vie dont les années de pensionnat et d'études, alors là elle raconte longuement, l'avait séparée, parce qu'en ce lieu seul et en revenant à cette vie-là, elle pouvait écrire ce qu'elle avait à écrire. Et donc il y a bien des liens, mais intérieurs, et ces liens intérieurs, ce sont les lourdes chaînes de la liberté. Alors là, je m'arrête sur la fameuse expression fétiche de sa mère à son endroit, qu'elle s'approprie, lei ero pas attachado, tu n'y étais pas attaché, c'est-à-dire obligé, contrainte du dehors, comme les bœufs sous le joug. C'est parce que c'est d'abord dans la bouche de sa mère, cette expression, en fait un mot de reproche. C'est un mot de reproche qui semble parfois légitime à Delpastre elle-même, parfois injuste, mais qui au fond exprime une cruelle vérité. Je cite, « Si quelquefois le froid mordait à dents menues de toute sa gorge, ou la bruine, ou bien la pluie, peut-être si je rentrais, transi, les yeux piquants de larmes, avec le nez qui goutte, lei ero pas attachado, disait ma mère. Et non, je n'y étais pas attaché. Ainsi, j'étais rentré un peu vite, ce n'était pas à charger les pierres que j'avais eu froid, c'était sur le tracteur, au retour, qui m'avait transpercé le vent ou l'averse, parce qu'elle conduisait le tracteur. C'est la première femme de Chambéry qui a eu un tracteur et qui conduisait le tracteur. Ses parents ne pouvaient plus... Enfin, ses parents ne s'y étaient pas mis. Et c'est que la fameuse phrase, en fait, pour sa mère aussi, avait par derrière, si on peut dire, une autre signification. Ce soir-là, où elle s'était attardée alors que la nuit avançait empirait la cour, une époque où déjà ses parents ne pouvaient plus l'aider, où elle devait
par la force des choses, assumé tous les gros travaux de la ferme. Elle dit « Je m'en fus à la maison, toujours pleurant, toussant, crachant, tremblant de tous mes membres. » Elle était toujours malade, toujours elle avait la crève, toujours. Il était nuit depuis longtemps. Mes parents étaient assis. Ma mère devant le feu, la tête dans les mains, mon père dans l'angle de l'âtre. Je n'en finissais pas de geindre et de grelotter. Ils tournèrent tout juste la tête. Ma mère ouvrit un œil et d'une voix indifférente. « Tu n'y étais pas attaché. Pas attaché. Mais où mettre les vaches? Et que faire? Se doutait-il seulement du travail que je réalisais? Peu à peu, lentement, ne me vint pas même l'idée que ce travail, il le désapprouvait, qu'il pensait que j'aurais bien dû faire autre chose, qu'il ne m'avait pas fait faire payer des études pour me voir faire le maçon ou le terrassier. Ne me vint pas à l'idée institutrice. Voilà un rêve qu'ils avaient fait pour moi, un des rêves. Voilà. C'est la déception qu'elle ne soit pas devenue institutrice. Même si, alors elle dit souvent que son retour a été pourtant encouragé par ses parents et sa mère surtout, bon. Mais elle avait désiré, sa mère, une autre destinée sociale pour sa fille. Et elle rapporte une discussion récurrente avec ses parents. « Tu pouvais bien faire autre chose, mais tu n'as pas voulu. Eh non, je ne voulais pas. » Et alors elle poursuivait son travail d'empierrage, etc. Et une autre fois que l'orage menaçait, elle raconte que la foudre fit assez près voler un pain en éclats. Et sa mère, toujours, et che faisait lei pas détachée, donc il faisait là, bon, on n'était pas obligé. On ne sait cette fois, alors, oui, alors on ne sait pas si c'est sa mère ou elle qui parle, là, pour le coup. Et ça, c'est intéressant aussi. Et plutôt que nous éclairer sur ce point, elle cite le loup et le chien de Jean de La Fontaine. « Attachez, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez ?» Et elle commente, et là, le commentaire. « De biais, de profil, en arrière, en avant, assise, à genoux, à quatre pattes, à croupeton, je courais bien pourtant. Que si j'ignorais l'endroit et les aléas chaque jour du chemin, c'était encore une chance. Et tant pis pour qui ne se doutait pas que ce chemin-là pût exister seulement. Dans la nuit, dans la solitude, et paraissant tout occupé à tant d'autres choses, moi, j'y courais. » Voilà. Donc malgré les apparences, elle n'était pas un chien de ferme à la chaîne. Elle courait librement dans la nuit et la solitude. Et elle poursuit en parlant, je cite, d'une rencontre inattendue sur cette voie obscure, qui permet de mieux saisir l'enjeu de cette liberté, qui est celle de l'écriture du poétique, du faire poétique, qui peut rassembler tous ces modes d'écriture, du reste. C'est au tout début des années 70, entre la publication de certains de ces Saumens Pagans dans la revue Hoc et leur publication chez Novellun en 1974, Jean Mouzat lui avait demandé d'intervenir à la faculté des lettres de Limoges. Et elle a été apparemment très honorée par la chose, et elle raconte comment elle s'était lavée et relavée 1000 fois ses mains pour qu'on ne voit pas trop la crasse sous les ongles et ses mains de la paysanne, quoi, pour aller à l'université. Bon. Et elle lit quelques-uns des Saumes publiés en revue, mais elle traite aussi d'un autre sujet, mais est-ce que c'est un autre sujet d'ailleurs? Je cite, « En esquissant si peu que ce fût et la profondeur de ces choses, comment une autre poésie, riche d'expressions, chaude de signification, portait en soi toute une civilisation qui était, qui fut la nôtre, rien que par les coutumes du jour de la Saint-Jean. Une autre poésie qui n'est que la même, qui est celle-là. Et cette autre poésie, qui est la même, qui confluera en particulier dans le tombeau des ancêtres, c'est celle du travail énorme, en vérité, énorme, accumulé, donc au fil des années, d'ethnographie et d'ethnologie, du collectage de contes, j'en ai parlé, donc des rituels, des gestes symboliques et de leur analyse. Donc, deux choses à remarquer qui sont bien différentes, mais qui sont inséparables à la fois, enfin très liées l'une à l'autre. Pour l'auteur, la poésie proprement dite et l'ethnologie sont les deux faces de la même médaille, les deux expressions de la même création poétique, ce qui paraît pour le moins étonnant. Et la deuxième, c'est que cette seconde activité, en fait, tout comme la première,
est inséparable de l'expérience, du lieu et de l'environnement le plus resserré de l'auteur. Elle l'a dit souvent et de diverses façons. Je ne rapporte, je cite, presque aucun élément qui ne m'ait été fourni dans ma propre famille et qui ne soit pour moi d'expérience vécue. Hein. C'est ce qu'elle avait dit en introduisant les contes du Mont Gargan. Hein, je les ai recueillis entre mes 4 murs et sans guère sortir de la famille. On peut les tourner comme l'on veut, ce sont des contes de la cheminée, je n'ai pas fait un pas pour les chercher. Et donc tout ce matériel, elle l'a trouvé ici, à Germont, sans presque sortir de la maison, auprès des siens, donc hyper localisé, et surtout, elle prétend, ça c'est très important, elle prétend en avoir l'intelligibilité mieux que quiconque, parce qu'il ne s'agit pas d'un savoir extérieur, mais d'un savoir vécu, participé, expérimenté, incarné depuis la plus tendre enfance. C'est pour ça qu'elle a du mal à supporter qu'on glose, elle estime être la plus à même de faire l'ethnologie de sa propre ethnographie, puisque elle procède elle est l'incarnation, si on peut dire, de cette civilisation qu'elle décrit par son ethnographie. Voilà, c'est pour ça qu'elle refuse d'être une simple informatrice, comme je disais tout à l'heure. Et donc elle entretient avec ce qu'elle appelle cette civilisation qu'elle voit mourir autour d'elle, un lien tout à fait consubstantiel, et ça justement parce qu'elle est retournée, ou plutôt en fait restée, alors que tout l'a poussée, justement, ses études, les difficultés du métier de paysan, etc., à ne pas revenir, à partir, à changer de vie et de métier. Donc la liberté, une fois de plus, inséparable de la double poésie des vers et de l'ethnologie dans laquelle elle se réalise, réside donc dans le choix premier, reconduit jusqu'au bout du bout. Lorsque la poésie des vers et la poésie ethnologique se sont tues, l'ont quittée, dans la seule matière qui lui reste, c'est-à-dire à la fin de sa vie, sa propre mémoire, la mémoire de sa propre vie, et dans le fait même que cette mémoire s'épuise, vient à manquer. Et je termine par la lecture des dernières lignes des Lourdes chaînes de la liberté, où la ritournelle maternelle revient 2 fois, mais voilà qu'à la fin elle devient tout autre, non plus seulement cassante et ironique, parole de reproche et de dépit, mais en même temps pleine de tendresse et de sollicitude, comme une ultime réconciliation avec sa mère qui lui avait bien pourtant cassé les pieds. Lei ero pas eitachado. Avais-je fait d'un coup et tout entière la promenade? Je ne m'en souviens pas. Peut-être bien, peut-être pas. Je revins rarement par la suite en ces lieux appauvris de toute leur substance, parce que la substance des lieux fugitifs, éternels, ce n'est pas un espace sur une carte ni sur le sol, c'est... Je rentrais fourbu d'avoir monté la côte, depuis le fond des prés, depuis le fond des temps, depuis le fond de la détresse, le fond de la mémoire, peut-être le fond de la mort. Est-ce que l'on meurt en une fois, d'un coup, ou bien jour après jour, usant le fil, tissant le fil, tressant le fil, tordant le fil de quoi? Qu'on s'arrache soi-même de soi, qui fut soi-même. Rien. Et quoi? Encore lassé, cassé, et la voix de ma mère qui dit, dans ma tête une fois de plus, même ironie, même dépit, même reproche, et toute pareille tendresse, et toute ineffable sollicitude. Lei ero pas estachado. Je me redresse, moi. Je suis moi-même moi. Qui que je sois, je suis mémoire. Et c'est ainsi qu'elle termine ses mémoires, le 15 juillet 1995. Voilà. Là, c'est des bouts de texte que chaque fois que je les lis, je suis ému. Voilà, que je les connais. Hein, mais... Voilà, donc que cela ne vous empêche pas de... J'ai été long, excusez-moi. Je veux dire que vous êtes passionnant. Ah bon, mais merci, c'est gentil. C'est gentil. Mais c'est Delpastre qui est... Parce que, en fait, parce que j'ai juste fait du patchwork de textes de Delpastre. Hein.
Donc c'est elle qui a écrit ce que j'ai lu, hein, essentiellement. Hein. Moi, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai mis, j'ai articulé. Voilà, c'est dit. Ben oui, mais c'est du travail le patchwork. Voilà. Voilà. Eh bien, le résultat, votre œuvre patchwork était passionnante. Ah ben merci. Non, mais il faut lire Del Pastre, si vous l'avez. Enfin, j'imagine que vous êtes déjà des lecteurs, lectrices. Ah ben, alors vous allez... C'est merveilleux à la fois, si vous l'avez jamais lu, parce que vous allez la lire. Y a-t-il une autre question? Parce qu'il est, il est tard déjà. Non, c'est pour vous, parce que je peux animer. Ah, vous animez, d'accord. C'est bien, pardon. J'ai cru que vous étiez pressé. Ah, pas du tout. Alors, absolument. Non, prenez votre temps. Moi, je suis toujours étonnée par la conscience qu'elle avait d'elle-même et de son œuvre, mais depuis toute jeune. Oui. Dès ses 15 ans, de son adolescence, elle était portée par ça. C'est vraiment impressionnant la conscience qu'elle avait de ce qu'elle était, ou peut-être pas de ce qu'elle était, mais de quelque chose qu'elle avait à faire comme ça. Puis la mission. Oui. Oui, c'est cette espèce de conviction d'être médiumnique, quoi, d'avoir une œuvre qui se... Enfin, d'avoir été requise par ce que par l'œuvre à faire, par l'œuvre à accomplir, sans qu'elle l'ait véritablement choisi. Et ça apparaît effectivement très très tôt, parce que alors un film est sorti cette année, un beau film sur la maison, essentiellement centré. C'est un documentaire, un très beau documentaire d'un monsieur qui s'appelle, d'un réalisateur qui s'appelle Renaud Fély. Renaud, hein, c'est Renaud Fély, et qui est passé à Limoges, enfin un peu partout. D'ailleurs, on l'a passé aussi lors de notre colloque. Je ne sais pas si vous l'avez vous en avez entendu parler. Et ce documentaire est centré sur la maison elle-même, ce qui est un bon choix, je trouve. D'autant plus que c'était le moment, et on voit tout ça dans le film, où la maison a été vendue et sort définitivement de la famille, achetée par des Hollandais. Voilà. Bon. Et alors, peut-être elle aurait pu devenir une maison d'écrivain s'il y a eu quelqu'un pour l'acheter, mais ça coûte quand même les maisons. Et alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, parce que, Del Pastre, elle a été accompagnée jusqu'au bout du bout par Meillot, jusqu'à sa mort, qui est son légataire. Voilà. Mais en visitant la maison, le réalisateur, il est monté au grenier. Au grenier, il y avait une malle. Et cette malle était absolument bourrée, pleine de courriers personnels. Meillot ne la connaissait pas. Il la découvre avec le réalisateur. On voit ça dans le film. Et donc Meillot a pris tout son matériel. Et là, il y a quelques lettres écrites du pensionnat, qui sont incroyables. Elle a 13 ans et elle écrit à ses parents. Mais elle écrit à ses parents, c'est des lettres, c'est longues lettres, d'une qualité littéraire remarquable, où, c'est pas thématisé, mais ça y est, c'est parti, quoi. C'est parti, c'est de la littérature. En français ou en patois? Ah non, en français. Non, les premiers mots de patois qu'elle a écrits, c'est après avoir entendu une conférence en occitan lors d'une assemblée de Limousin. Et ses parents lui parlaient patois? Ah non. Alors, c'est bien trans... voilà, alors son père qui était né à Paris, bien que Limousin, ne parlait que le français. Il connaissait sans doute le patois, il le comprenait, mais c'était le français. Et c'était un homme assez exceptionnel, manifestement, enfin, très intelligent et très cultivé à sa façon, enfin, vraiment. Et
Par contre, sa mère, puis sa marraine, qui a beaucoup compté, puis énormément, d'autres, les voisins, etc., parlaient patois. Et donc, là, oui, elle parlait patois, ça c'est sûr. D'ailleurs, elle, dans les chemins creux, elle raconte, alors jusqu'à quel point ces souvenirs peut-être réinventés, mais j'en sais rien, mais elle le donne en tout cas que toute petite, un jour, elle déclare je veux à partir de maintenant, je ne parlerai que patois, comme la marraine et les petits. Et les petits, c'était les petits des voisins qui parlaient encore que patois. Elle a dit, voilà, elle a dit, je parlerai que patois, je parle plus français, bon, je parle patois. Bon, elle raconte ça, voilà. Donc elle était d'emblée très attachée à la langue, à ces deux langues, voilà, à ces deux langues. Mais elle ne pensait pas véritablement possible qu'on pouvait faire œuvre de la même façon et au même niveau en patois qu'en français. Voilà. Et ça, elle l'a découvert en entendant quelqu'un qui osait donner une conférence en patois, quoi, en occitan, quoi. Et elle s'est dit, et alors elle est rentrée chez elle, elle a écrit la langue qui était dans mes plats. Mais elle était déjà, je ne sais pas quel âge elle avait déjà, mais elle était largement trentenaire, sinon quarantenaire. Là, je ne sais pas, elle n'était pas jeune. Hein. Une forte personnalité. Très forte, oui. Très forte. Très forte. Et bon, alors, il faut faire parler Meillot là-dessus, parce que lui, il l'a connu intimement pendant des années. Et tu étais présente lorsqu'il a fait son... non alors là, il a livré un témoignage incroyable, parce que il a raconté vraiment l'ambiance qu'il y avait dans cette maison et les relations qui étaient difficiles entre elle et sa mère. Ça criait beaucoup, c'était, à la fois elles étaient fusionnelles, enfin, sa mère lui foutait jamais la paix. Quand elle venait, elle l'accompagnait, la chaperonnait en voiture à 50 ans encore, quand elle venait aux réunions de l'Émousie, sa mère. Et à la fois, sa mère, les gens venaient la visiter de partout quand même, parce qu'elle était de plus en plus connue, et sa mère, elle faisait des omelettes pour tout le monde. Elle était là, bien présente. C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu la volonté, ou par la mairie de Chambéry, ou par donc ces personnes de ne pas avoir fait quelque chose avec cette maison, et pas avoir fait un... Enfin, oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai, un genre de petit musée, le seul qui aurait pu se lancer dans ce combat et le gagner, je pense que ça aurait été Meillot, mais Meillot, il a été très clair là-dessus, même a posteriori, parce qu'on lui a reproché même. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Pen Club, il y a une association. C'est bizarre. Non, mais on lui a reproché, parce qu'il y a même une association qui s'appelle le Pen Club Occitan, hein, qui aurait pu aider. Mais lui a dit une chose, voilà, il dit que pour lui, il est très del pastrien de ce point de vue. L'urgence absolue, c'est publier l'œuvre, et que voilà, là il peut pas tout faire, et que donc tant pis pour la maison. Après, moi je trouve que ça fait un peu, ça fait écho par rapport à ce que vous venez de nous raconter un petit peu, et en parlant de Bergogneau aussi, je trouve qu'en tant que Corrézien, on a facilement tendance à nier notre culture. Et quand ça vient pas, il faut que ce soit avalisé par Paris, oui. Pour que ça soit reconnu et valable. Et si c'est pas de Paris, c'est pas valable. Et on en a un peu honte. Et je pense qu'il y a aussi un peu quelque chose comme ça qui fait qu'il n'y a pas eu de maison. Enfin, moi, quand je suis allée jouer mes spectacles dans le Lot, on m'a dit, quand même, en Corrèze, vous n'avez même pas une médiathèque qui s'appelle Marcel Delpas. Alors, depuis, on a une celle de Saint-Pantalon de l'Arche. Mais, voilà ce qu'on m'a dit. Et du coup, j'ai perdu le fil. Non, mais qu'on a tendance à ne pas mettre en avant ce qui est local, quoi. Il y a une... Alors,
Alors, Meillot ne cesse de dire, il y a une partie de vérité, mais il me semble que c'est pas... c'est vrai, mais qu'il y a un complexe, en fait, hein, le complexe du Limousin, qui est le Limousin tel que l'image a été construite, justement, dès La Fontaine, hein, et puis en continuant jusqu'au limogeage des généraux, à savoir que le Limousin, c'est vraiment le fin fond, le fin fond du fin fond, voilà, de l'inculture et que on ne peut s'en sortir qu'en adhérant, disons, à 100% à la modernité sous toutes ses formes, qu'elle soit, sous toutes ses formes, ce qu'on perçoit en tout cas comme étant de l'ordre de la modernité, et en récusant tout ce qui serait donc de l'ordre de l'obscurantisme, du passéisme, de tout ça. C'est vrai que c'est une partie c'est vrai que c'est très courant de rencontrer... alors ça a changé là aussi, mais moi moi j'ai un voisin, la première fois que je lui ai parlé de Delpastre, il connaissait, il me disait mais ça m'intéresse absolument pas ces trucs en patois et tout ça. Maintenant, l'année dernière, il a changé d'idée parce qu'il a vu justement un spectacle à Canet, et là il a trouvé ça formidable, et il a eu cette phrase de dire mais je me suis demandé si quand même la langue elle risque pas de se perdre un jour. J'ai dit putain, si tu t'en aperçois maintenant, on est bien. Vous venez du Languedoc, vous avez... Moi je suis albigeois, je suis albigeois et je suis languedocien. Hein. Nous, on vient de... Enfin, on a grandi à Montpellier avec ma soeur. Et quand je suis revenue, j'ai dit qu'en 83, je venais m'installer, j'ai fait mes études à Montpellier. Quand j'ai annoncé, voilà, je vais en Corrèze, on m'a dit « Ah, dans la réserve d'Indiens ?» Voilà la réflexion qu'on m'a fait. Mais ça, c'était donc... C'était en 80, quand vous disiez, vous étiez sur le littoral, vous vous rendez compte, ce moment-là, vous alliez en Corrèze. Et pourtant... Mais depuis, ça a quand même évolué. Oui, non, ça a évolué. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Mais en Limousin, il y a quand même ça reste très fort, ce sentiment cette auto-dévalorisation culturelle. Hein, ça reste fort. Hein. Oui, mais à la radio, on entendait les Gnorles de Panazo, on n'entendait pas Marcel Delpastre. Oui. Eh oui, mais c'était déjà quelque chose, les Gnorles de Panazo. Oui, hein. oui, c'était accueilli dans les familles, oui, avec plaisir, parce que c'était... Oui. Ça se racontait le soir au veillé, oui. Mais on a ignoré Marcel Delpastre. Moi, je le connaissais. Très largement, oui. C'était plus difficile. C'était plus difficile. C'était aussi plus difficile parce qu'elle a quand même, elle a fait des chroniques dans les journaux, mais ça durait pas parce qu'on l'a trouvé trop difficile. On l'a virée parce que non, ces chroniques, c'était trop écrit, c'était trop travaillé. C'était de la littérature en fait, et ça allait. Et donc, de point de vue journalistique, c'est vrai que c'était pas du journalisme, voilà. Oui, quand vous parlez des... Bon, moi je ne la connaissais pas, c'est grâce à ma sœur qui a été chez Sotis à une conférence. L'an dernier, ils avaient fait une conférence sur les sentences. Petite, on a été 2 ans à l'école à Saint-Germain-les-Vergnes. Je me souviens que le maître de CM1, CM1, CE2 et CM1, mais en CM1, il nous faisait apprendre des tas de poèmes sur les monnaies dialogues. Mais par contre, je ne me souviens absolument pas qu'il nous ait fait découvrir... Non, elle n'était pas... Et c'était, attendez, moi j'ai 70 ans, c'était dans les années 60. Non, mais c'est là qu'à mon sens, elle a un avenir, je pense, hein, parce que... Voilà. Après, elle est... Mais c'est bien qu'à l'occasion du centenaire, ça fait sortir la lettre de... Après, depuis qu'il y a une agrégation d'occitan, elle est au programme de l'agrégation d'occitan régulièrement. Hein. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est vrai que... Oui, mais par contre, dans les écoles primaires, elle est absente. Voilà. Par contre, les petits Bretons, il y a des écoles... Une amie de ma fille, et ils ont des écoles où ils font le breton et le... Oui, mais... J'ai été épatée. En Occitan, en Languedoc, beaucoup plus qu'ici, il y a des calendrettes et des classes bilingues, oui. Mais, ou d'ailleurs, je ne sais pas, ils n'utilisent pas... Non, parce que Delpastre, c'est du... Je ne pense pas qu'ils le fassent aux enfants.
parce que la spécificité dialectale est trop importante par rapport aux languedociens. Mais bon, c'est une goutte d'eau dans la mer, hein, même en Languedoc. Hein, donc c'est très peu d'élèves, très peu. Donc c'est pas non, on fait pas. C'est pas l'avenir, non, on fait pas survivre une langue comme ça. Enfin, ça suffit pas. Mais bon, c'est mieux que rien. Mais ça suffit pas. Et voilà, non, la réhabilitation de Delpastre, elle viendra, je ne sais pas. De toute façon, elle est en cours. Et je voulais d'ailleurs vous signaler, où c'est que j'ai mis, que là, j'ai le 7 mars, c'est pas vieux, à la Cité de la Musique à Paris. Il y a eu alors j'étais invité, j'ai pas pu y aller pour justement, ils voulaient organiser une causerie avant le spectacle, une confrontation de la poésie de Delpastre avec le chant de la terre de Mahler. Donc avec des musiciens, avec Mainvielle d'ailleurs, et une chanteuse lyrique, c'était elle qui organisait, qui s'appelle Romy Estève, qui est une chanteuse lyrique qui est originaire de Bordeaux, et qui est très active et très inventive. Et donc, il y a eu une soirée, quand même, à la Cité de la Musique à Paris, là, le 7 mars. Et bon, il y a plein, moi, je reçois des mails. Là, j'ai encore reçu, il y a 2 jours, un mail d'une étudiante qui me dit, qui m'écrit, elle me connaît pas, mais voilà, elle est étudiante à l'EHESS à Paris. Elle me dit, je suis en ME1, donc elle est très jeune, c'est sûr. Mon Master 1, mon travail porte sur l'œuvre poétique de Marcel Delpastre, que j'aborde notamment à travers des enjeux que l'on pourrait qualifier d'agro-poétiques et sensibles, en lien avec des questions contemporaines de diffusion des langues et des cultures en ruralité, par et pour celles et ceux qui y vivent. Elle m'écrit ça, voilà. Et j'en reçois souvent, hein, là, de plus en plus. Parce que les gens savent que... Alors que, voilà, que j'ai écrit quelques petits articles, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de Delpastre. Hein. En plus, il y a beaucoup plus qualifié que moi pour parler de Delpastre. Et surtout Meillot, mais il y en a d'autres. Hein. Parce que, je vous dis, Meillot l'a connu, et quand il commence à raconter... de façon à la fois très, très narrative, mais aussi il a une puissance d'analyse aussi. Disons, ses relations avec Delpastre, et Delpastre en son lieu, quoi, dans sa famille, ses relations avec le voisinage aussi. C'est passionnant, c'est tout à fait passionnant. Ça éclaire bien des choses, même si elle veut absolument séparer l'œuvre de l'auteur. Vous parliez du fait que son œuvre va être en partie de nouveau disponible chez Garnier. Non, ça c'est juste... Non, c'est les classiques Garnier, c'est juste les actes du colloque que l'on a organisé l'année dernière à Toulouse et à Carcassonne. Ce n'est que ça, quoi. C'est une compilation d'articles sur elle, quoi. Hein. C'est pas... Et son œuvre, non, là... il y a eu aussi une traduction du Bestiaire, si je ne me trompe, récente par les ardents éditeurs de Limoges. Voilà, il y a une actualité importante. Et donc des livres d'elle, on peut les trouver où ? Eh bien, vous les trouvez en bibliothèque. Vous pouvez les commander à la librairie Occitane de Limoges. Ou peut-être ici d'ailleurs, vous pouvez les commander ici, tout à fait. Vous pouvez les commander ici, j'en suis sûr. Alors, la difficulté, quand même, parce que, vous savez pourquoi j'ai dit ça ? Parce que la difficulté, c'est que à Limoges, ils ont un contact direct, parce qu'il est membre de l'association Aigues-Meillot, parce que une bonne partie des ouvrages, la plus grande partie, ils ont été publiés par lui dans cette édition des Chemins de Saint-Jacques. Et c'est la croix à la bannière pour se les procurer, parce qu'il refuse Internet, et refuse d'être sur Internet et tout ça. Donc il faut lui écrire, lui dire, voilà, je prends...
veuillez m'envoyer. Il le fait, hein, mais donc c'est compliqué. Mais c'est possible. Mais c'est possible. C'est possible. Mais donc, vous pouvez le faire tout aussi bien. Tout aussi bien. Mais ce qui, par contre, ce que vous ne pourrez pas trouver, sinon, je vous dis, en traînant chez Emmaüs ou dans les bouquineries, c'est en fait tous les premiers, tous les tomes, sauf les 3 derniers en un seul volume que Meillot a publiés, qui sont donc disponibles. Les autres, on ne les trouve plus. Les Payot, ils ne les ont pas réédités. Hein. Payot n'a rien réédité, d'ailleurs. Hein. Payot n'a j'avais été voir à la foire du livre, on oui. m'a demandé, ils m'ont dit non. Ils ne connaissaient pas. Non, mais ils ont oublié. Ils ont totalement oublié qu'ils avaient publié Delpastre. Ouais. Et pourtant, ça s'est très bien vendu. Hein, mais dès qu'elle a été décédée, quoi, il n'était plus question de ça, c'est terrible. Hein, ils auraient dû, ils s'étaient engagés à publier l'ensemble des mémoires. Mais non, les 3 derniers tomes sont restés en souffrance et c'est Meillot qui les a réunis en un seul gros, énorme tome qu'il y a là, que vous pouvez feuilleter, qui est tout à fait qui est un chef-d'œuvre, vraiment, mais qui complète tout cet ensemble impressionnant et qui mérite vraiment d'être lu, bon, et qui se lit. Bon, le 3e tome, celui que j'ai beaucoup cité, il est parfois un peu exigeant, mais sinon ça se lit très bien parce que c'est quand même très, très narratif. Hein. Elle raconte essentiellement quand même sa vie, hein, et sa vie, cette vie de paysanne, quoi, essentiellement, et puis aussi toute sa vie littéraire aussi, mais sa vie de paysanne dans les détails, hein, ça c'est très impressionnant. Hein. Toute l'aventure du permis de conduire, c'était la première femme à avoir le permis dans le village aussi, du tracteur, du pony, voilà, enfin, et puis le boulot, quoi, le boulot de la ferme. Ouais. On va vous libérer. Oui, ah ben non, mais... Non, mais c'est une dernière question, je veux surtout pas... Si, moi je vais peut-être faire en clôture, parce qu'il y a une chose, comme on est tout de même dans une librairie chrétienne, et justement, là, il y a quelque chose à dire là-dessus. Parce que Delpastre, alors c'est une chrétienne pratiquante, acharnée. C'est quelqu'un qui toute sa vie ne manquait jamais la messe, servait le prêtre, décorait l'église, était très impliqué, et dans son œuvre, il n'en est pratiquement, alors si on trouve des allusions, il n'en est que très 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 peu question, et chaque fois qu'on lui posait la question de ses relations, enfin de sa foi et de ses relations avec le christianisme, mais disons séparé de son paganisme, puisque en fait, c'est un paganisme chrétien, celui des psaumes païens. Mais en fait, c'est le paganisme qui domine, si on veut dire, au sens pas de paganisme, au sens d'une religion de la nature, on pourrait dire, si, mais qui n'empêche pas qu'au-dessus ou derrière, il y ait le Dieu créateur du christianisme. Et souvent, dans ses poèmes, s'inspirent de la Bible, reprennent des thèmes, Nathanaël sous le figuier, etc., reprennent des thèmes bibliques, mais ne sont jamais traités de manière, en tout cas de manière frontale, explicitement, à travers des exégèses chrétiennes, enfin. Et chaque fois qu'on lui posait des questions sur le sujet, elle refusait de répondre. Elle éludait les réponses. Elle disait même pas ça, c'est autre chose, j'en parle pas parce que ma vie de chrétienne et ma vie non, elles sont séparées. Elle disait même pas ça. Hein. Elle tournait la tête et elle ne voulait pas en parler. Et pourtant,
Pourtant, c'est une partie faite, même du point de vue quantitatif de sa vie, très importante, parce que elle avait cette présence à l'église. Donc, elle parle beaucoup de ses relations avec les curés qu'elle a connus, successifs. Et dans ses mémoires, elle dit plein de choses là-dessus, mais il n'y a jamais un mot sur comment dire, sur sa foi, voilà, sur sa foi. C'est de l'intime. Oui, non, mais d'accord, mais elle aurait pu l'exprimer aussi comme ça, mais même pas, vous voyez. Donc je pense que c'est important de conclure là-dessus. C'était une chrétienne fervente. C'est indubitable. Merci d'y avoir de cette pensée de votre